Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission que vous adorez, semble-t-il. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous apporter votre soutien, à faire des remarques, des suggestions. Nous vous en remercions. J'ai l'insigne honneur d'animer cette émission en compagnie de mon complice Mike Irask. Bonsoir Mike. Bonsoir Eddie. Et nous avons invité un pilier du paysage audiovisuel martiniquais, Ghislaine Joachim-Arnaud. Le pilier du visage audiovisuel. Ouais, vous entendiez pas, audiovisuel. Pas du tout ça. Syndical, vous êtes habitué, politique, vous êtes habitué, mais audiovisuel, non, c'est une première. Je ne crois pas que je sois pilier du visage audiovisuel. J'ai regardé à nouveau tous les grands rendez-vous politiques et vous êtes systématiquement invité depuis 20 ans aux grands rendez-vous politiques à la télévision. Oui. Voilà. Oui, ça, donc c'est pour ça que je parle de pilier, parce que finalement tous les autres ont disparu, par contre vous êtes encore là. Il y en a un paquet qui ne sont plus là. Et ça nous fait plaisir que vous puissiez avoir un taux de résistance aussi élevé, à la fois au mode, aux mœurs, parce qu'il y en a qui disparaissent à cause de leurs mœurs. En tout cas, bravo, félicitations, vous êtes avec nous. Et nous avons beaucoup de questions à vous poser, en particulier sur les élections, de manière générale, et puis en particulier sur les élections européennes, parce que, comme vous le savez, le 26 mai, plus de... Le 25. Il faut dire le 25. C'est le 25, oui. Oui, pour l'outre-mer, c'est le 25. C'est le 25 pour nous. Et les résultats seront annoncés le 26 probablement dans la soirée pour l'élection de quelques 79, si mon compte est bon. Candidats. Ouais. En tout cas, élus européens pour la France. Voilà. Ghislaine Joachim-Arnaud, le changement de mode d'élection, vous considérez ça comme une erreur ou une opportunité pour les représentants de l'outre-mer? Parce que je rappelle que nous avions des circonscriptions propres pour que les représentants de l'outre-mer soient davantage visibles, semble-t-il. Ça n'a guère influé sur la participation, bien au contraire, puisqu'elle s'est effondrée. En Martinique, elle était proche, légèrement supérieure à 10%, ce qui est catastrophique en termes de... C'est l'un des plus bas scores historiques, j'ai vérifié, toutes élections confondues. Et là, c'est un changement, il n'y a plus de circonscription spécifique, il y a une circonscription unique. Mais il semblerait que le nombre de candidats figurant sur les listes nationales soit beaucoup plus élevé au total que la fois dernière, et en tout cas plus visible en termes de communication. Alors, entre les deux, où va votre préférence? Plus visible, j'en sais rien. Alors, parce que probablement... Plus visible médiatiquement pour nous, tout simplement parce qu'il y en a moins. Comme le nombre de listes nationales est moins élevé, eh ben, ils sont plus visibles parce qu'ils sont moins nombreux. Tandis qu'à l'époque, vous deviez partager votre temps de parole avec pratiquement une vingtaine de candidats. Là, il y en a pour l'instant 7, voire 8, ce qui réduit d'autant ce qu'on pourrait appeler le discours Capharnaüm de l'époque. Alors, où va votre préférence? En fait, ma préférence va sur le fait que j'ai la possibilité, au travers des élections, de défendre mes idées. On l'avait compris. Et donc, c'est vrai que quand il y avait une liste l'outre-mer spécifique, eh bien, ça permettait d'avoir des candidats singulièrement que de l'outre-mer. Et peut-être, je verrai à la fin de la campagne des européennes de 2019, si les médias, du point de vue du temps qu'ils consacrent aux listes, c'est un temps équivalent à celui que nous avions lors des dernières élections, ou c'est un temps moindre. Parce que vous savez, aujourd'hui, justement, vous avez dit que la population ne s'intéresse pas beaucoup aux européennes. Et donc, si c'est pas sur les tréteaux que la population viendra écouter les candidats, je pense que c'est au travers des interventions sur les médias que nous aurons la possibilité d'exprimer notre point de vue
pour un grand nombre de la population, pour ceux qui veulent bien nous écouter, nous entendre. Vous êtes dans l'émission la plus longue du paysage audiovisuel Merci. martiniquais, 1h30. Merci. C'est exceptionnel et je passe tout de suite la parole à Mike. Mais est-ce que là, parce que je discutais avec un Martiniquais lambda, enfin quand je dis lambda, il n'y a aucune connotation péjorative à ça, et il trouvait que la présence, la participation de lutte ouvrière, je rappelle que vous êtes numéro 3 sur cette liste conduite par Nathalie Arthaud. Et Jean-Pierre Mercier. Et il trouvait que la participation de lutte ouvrière, une fois de plus, à cette échéance européenne était un peu anachronique, dans le sens où, disait-il, pour lutte ouvrière, l'Europe est synonyme d'austérité, d'exploitation, de délocalisation, etc. Voilà, cet argument d'une participation du parti politique que vous représentez qui serait anachronique ou en décalage avec les prises de position historiques du parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je ne sais pas comment raisonne cette personne, quels sont ses points de vue, mais en tout cas, si les communistes révolutionnaires ne raisonnent pas à l'échelle d'un pays, ils peuvent raisonner à l'échelle d'un pays, puisque nous militons chacun dans un pays donné, mais ils réfléchissent par rapport à la planète, ils réfléchissent par rapport au monde, ils réfléchissent par rapport au système qui est en vigueur. Et là, il s'agit d'élections européennes, donc par rapport à ces élections européennes, on se positionne, on a une analyse, on a un point de vue, et je dois vous dire que élections européennes ou élections aux États-Unis ou en Angleterre ou en Afrique du Sud ou ailleurs, ou au Japon, c'est le même système qui est en vigueur partout. Alors, les capitalistes européens ont jugé bon, aujourd'hui ça fait environ 60 ans, de construire leur Europe pour leur business, pour qu'ils fassent plus d'argent, plus de profit, qu'il y ait une libre circulation des biens et des marchandises. Ouais, ça c'est les capitalistes européens. Bon, maintenant, nous en tant que communistes révolutionnaires, oui, nous défendons nos idées, et nous nous servons de cette possibilité des élections européennes pour nous adresser à la population qui veut bien nous écouter. Mais pour lutte ouvrière et pour vous, Ghislaine Joachim-Arnaud, l'Union européenne, c'est synonyme de quoi, j'allais dire en premier lieu, quoi? De grand capital, voilà. de grand capital, de multinationales, de pays où la classe dominante dans ces pays-là a contribué à coloniser et à piller le monde. Voilà ce que c'est. Maintenant, c'est vrai que l'Europe, telle qu'elle a été construite par les capitalistes, cette Europe-là, ce n'est pas la nôtre, mais c'est vrai que nous sommes pour une Europe sans frontières, pas seulement une Europe sans frontières, on est pour une planète sans frontières. C'est ce qu'on appelle l'internationalisme, ce que vous c'est un peu évoquez. Ça, mais c'est plus que ça. L'internationalisme, ça signifie surtout qu'à l'échelle de la Terre, il y a une classe. La bourgeoisie, elle a cherché à conquérir le monde à une époque donnée. C'était l'époque des révolutions bourgeoises. Ça fait un moment que cette époque-là est révolue. Et on est à l'époque des révolutions ouvrières, des révolutions des exploités. Les exploités d'aujourd'hui, depuis le 19e jusqu'au 21e siècle, ce sont les salariés. Et c'est eux qui occupent dans l'économie une place qui les prédispose, si vous voulez, à pouvoir changer le monde demain, en tout cas changer le système économique. Et donc nous nous positionnons par rapport à ça. Moi, je défends les intérêts politiques des travailleurs, des pauvres, des exploités, des opprimés. Et je suis internationaliste parce que j'ai la conviction que le monde qu'il nous faut construire, c'est un monde sans frontières. C'est un monde où l'activité des êtres humains ne doit pas servir à enrichir une petite minorité, mais doit servir à la satisfaction des besoins des êtres humains, de la grande majorité des êtres humains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite poignée de capitalistes qui disposent d'argent, de sommes folles, de sommes... vous interrogez un salarié, vous lui dites qu'il y a des capitalistes qui ont trouvé en moins d'une heure 100 millions à mettre pour Notre-Dame, d'autres 200 millions, en moins d'une semaine 1 milliard, alors qu'à côté de cela, il y a des difficultés au quotidien pour vivre, pour joindre les deux bouts. Mais est-ce que
est-ce que le contexte, avant de redonner la parole à Eddy, est-ce que le contexte du moment, avec notamment les Gilets jaunes et toutes ces revendications dont vous parlez à l'instant, qui ont émergé, qui sont très présentes dans l'espace, tous les jours, dans l'espace médiatique français, est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, le moment idéal pour vous et les idées que vous défendez pour cette échéance européenne? Idéal. Le contexte, en tout cas, le climat, je quoi. sais pas. Vous qui dites que le peuple va se réveiller un jour. Parce que la défiance vous savez, a l'air de plus en plus c'est pesante, certain prégnante, que le quoi. mouvement des Gilets jaunes, il a décrispé, merci, décrispé un peu l'état d'esprit, la population, les gens un petit peu en France. Il y a eu des sondages, il y a beaucoup de personnes qui vivent en France qui se reconnaissent dans ce mouvement-là, qui disent que ce qu'ils mettent en avant est juste, etc. Effectivement, les pensions, les salaires n'avancent pas, n'évoluent pas. Il y a beaucoup de chômage. Ils voient qu'on dépense de l'argent pour les personnes les plus riches et ils se sentent exclus. Et c'est vrai, il y a des milliers de gens ici, des millions de gens en France et encore plus de millions en Europe qui sont exclus. Et donc, qu'il y ait depuis le mois de novembre des personnes qui ras-le-bol et qui descendent dans la rue et qui occupent les ronds-points et qui réagissent, ben, c'est une bonne chose. Maintenant, si je vais dire que du lundi au vendredi, on laisse passer le samedi, on reprend le dimanche, les capitalistes continuent à faire leur beurre et leur fric. Et donc, ils sont gênés. Ça gêne politiquement, ce mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est une contestation qui est presque... Qui perdure, quoi. Qui perdure, mais c'est pas ça qui bloque les rentrées d'argent. La stratégie n'est pas la bonne, selon vous? C'est pas ça qui rentre les rentrées d'argent des capitalistes. Et les capitalistes, leur rentrée d'argent, c'est les salariés qui leur permettent d'avoir du fric. C'est le travail des salariés qui les enrichit. Et c'est vrai que les travailleurs des très grandes entreprises ne sont pas encore rentrés dans la danse. Ils ne sont pas engagés dans un combat aujourd'hui. Alors, ils participent à un certain nombre de manifestations limitées dans le temps. Ils vont sur les ronds-points, ils participent à un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas encore rentrés dans la danse, c'est tout. C'est ça, et ça compte. Et je pense que c'est vrai que le moment où ils devront entrer dans la danse... En ce qui me concerne, je dis que ça tarde à venir, mais vous je pensez sais qu'ils vont le pertinemment... je pense... vous dites oui. pas encore, mais vous y croyez? Je crois qu'il y aura une révolution un jour. Je crois que les travailleurs vont faire des mouvements sociaux. Vous savez, 2009, nous sommes en 2019. 2009, personne ne pouvait prédire 2009. Il y a eu 2009, il y a eu de très grandes grèves pendant près de 2 mois, pendant 38 jours exactement. Et quelques jours avant, on a interrogé les Martiniquais, les travailleurs, en leur disant bon, est-ce que tu te vois être en mouvement pendant tant de temps? Ils diraient non, on n'est pas solide et Martinique, c'est ça que les gens diraient. Bon, mais ça a toujours été comme ça, pas plus en Martinique qu'ailleurs. Il y a une réaction, il y a un moment donné où la population laborieuse rentre dans la danse et se met en mouvement et agit et lutte. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut savoir quels sont les objectifs. Et il s'agit justement, au travers, vous avez fait allusion au mouvement des Gilets jaunes, mais il s'agit de se poser la question, quelles sont les revendications il faut mettre en avant? Quels sont les intérêts politiques du monde du travail aujourd'hui? Quels sont les intérêts politiques de tous ceux qui vivent de leur travail? Leurs intérêts politiques, c'est de défendre leurs intérêts en tant que tels, de ne pas croire toutes les balivernes qu'on leur raconte, d'avoir la conviction que c'est eux qui produisent des richesses et d'avoir la conviction que s'ils veulent ne pas vivre la vie morose qu'ils vivent aujourd'hui, il faut se battre pour ça. Et se battre pour ça, ça veut dire s'organiser, ça veut dire se rassembler, ça veut dire avoir des objectifs. Et les objectifs, c'est leur salaire. Les gens ont besoin de salaire pour vivre décemment. Ils ont besoin d'un emploi.
parce que qui dit salaire dit emploi. Ils ont besoin de participer à la vie culturelle du pays dans lequel ils vivent. Ils ont besoin de loisirs, ils ont besoin de détente, ils ont besoin de vivre comme on pourrait vivre décemment. Ils ont besoin, quand ils vont à l'hôpital, d'avoir un hôpital qui fonctionne correctement. Ils ont besoin de transport qui soit convenable, gratuit. Ils ont besoin que l'électricité puisse fonctionner et non pas qu'il y ait tant de coupures de courant. Ils ont besoin de tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Alors si on a bien compris, une nouvelle fois, vous vous servez d'une élection qui a une couverture, qui bénéficie d'une couverture médiatique importante pour, comme vous l'avez dit, faire passer vos idées, en parler. Mais bon, imaginons que vous soyez élu députée européenne, parce que vous êtes quand même troisième, sur une liste qui ne glane, alors je sais que vous ne faites pas trop confiance au sondage, qui ne glane que quelques dixièmes de pourcentage, qui ne fait même pas 1%. Quels seraient les objectifs premiers d'une députée européenne, Ghislaine Joachim-Arnaud? C'est de défendre, y compris au Parlement européen, les intérêts du monde du travail. De manière globale ou alors spécifique à la Martinique? Non. Si vous voulez, quand vous dites que vous soyez député européen relevant de la Martinique ou député européen siégeant au Parlement relevant Nathalie Arthaud, par exemple, quand elle dit qu'il faut que les salaires augmentent, quand elle dit que le salaire minimum devrait être de 1 800 € net, que la pension devrait être de 1 800 € net, quand elle dit qu'on devrait partager le travail entre tous, quand elle dit qu'il ne faut pas simplement avoir un emploi, un salaire rémunéré correctement, mais qu'il faudrait aussi contrôler ce qui est fait de cet argent qui est volé régulièrement sur le dos des travailleurs. Ça concerne la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Pourquoi, selon vous, donc vous êtes plutôt pour une gestion globale des problématiques et pas en faire une espèce de spécificité martiniquaise, mais quand vous voyez l'attitude générale qui s'exprime à travers le vote, par exemple, des Martiniquais vis-à-vis de l'Europe, est-ce que vous n'êtes pas tenté de dire, essayons de rapprocher l'Europe de la Martinique, ou en tout cas de mieux expliquer aux Martiniquais, et alors de mieux défendre la cause des Martiniquais auprès des Européens? Je ne défends pas la cause des Martiniquais comme ça. Je défends la cause des travailleurs martiniquais, des opprimés martiniquais, des exploités martiniquais. Donc je ne défends pas tout le monde. Il y en a que vous laissez en dehors du bateau. Oui, tous ceux qui représentent le grand capital, ce ne sont pas mes amis. Ceux-là ne sont pas très nombreux, c'est 1% de la population. Donc en fait, vous partez ceux qui volent, c'est eux qui volent le plus fréquemment, c'est eux qui drainent. Ceux qui drainent le plus, et même ceux qui ne sont pas des grands capitalistes, qui sont des petits possédants, sont obligés de vivoter pour pouvoir avoir des prêts dans les banques, etc. Ils ne sont pas comme les grandes familles béquées de la Martinique qui ont pignon sur rue. Il n'y a pas que les grandes familles béquées qui sont des capitalistes. Non, il n'y a pas que. Il y a quelques autres qui gagnent aussi bien leur fric, qui bénéficient bien des subventions. Ces gens-là, alors c'est vrai. Vous ne parlez pas pour eux. Mais qui d'autre vous mettez hors du bateau? Du bateau? Oui, parce que vous dites, moi, je ne défends pas tout le monde, je défends les travailleurs. Mais c'est bien, c'est déjà l'essentiel de la population. Oui, bien sûr, pour moi, un chômeur, c'est un travailleur à qui on prive d'un emploi. D'accord. Un retraité, c'est un travailleur qui est exploité toute sa vie et qui n'a même pas une pension pour pouvoir vivre décemment. Un jeune qui est obligé de partir pour aller essayer de trouver du travail ailleurs alors qu'il a trouvé un petit diplôme ici, mais et alors qu'il n'avait pas vraiment envie de quitter la Martinique, c'est pas normal. Si on fait le total, ça fait à peu près 95% de la population. Les jeunes, les retraités, les chômeurs. Oui, l'essentiel de la population laborieuse. Alors, vous leur dites quoi? Vous choisissez quoi? Sans aller sur de l'internationalisme, vous choisissez le global ou le local, même vis-à-vis des Européens? La Martinique, ce qu'elle est aujourd'hui, est la résultante de son pillage et du fait qu'elle a servi à enrichir
des pays comme la France, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme certains pays d'Europe. Elle a contribué au développement du capitalisme en Europe. Et elle a contribué par l'esclavage et puis le pillage aussi. Mais si vous voulez, si la France est riche aujourd'hui, c'est parce que le pillage lui a permis d'être riche et de l'exploitation des gens en France. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il faut exproprier le grand capital, quand on dit que les richesses produites par les salariés devraient revenir aux salariés, à la population laborieuse, quand on dit que l'économie devrait fonctionner pour satisfaire les besoins des êtres humains, quand on dit qu'il faudrait donner un salaire minimum de 1 800 €, quand on dit qu'il faut partager le travail entre tous et inévitablement ça ira dans le sens d'une réduction de la durée du travail. Ça sert aussi la Martinique. Bien sûr. Oui. Mais il y a quand même des spécificités. Alors c'est un mot complètement galvaudé. Vous pensez à quoi, monsieur, monsieur prenons, Marajo? Prenons un exemple. Vous avez des pêcheurs qui luttent pour avoir l'autorisation de remotoriser leurs bateaux. Alors l'Europe a enfin compris qu'il fallait permettre la construction de nouveaux bateaux au niveau européen, mais ça nous concerne, nous, de manière plus proche. Vous avez un pays qui a été... alors vous dites qu'il a été pillé. Moi j'insiste sur le fait qu'il a été empoisonné pendant plusieurs années. Vous avez un pays dont les structures de distribution en eau sont complètement obsolètes et explosent toute la journée, à tel point que dans certaines villes... Pourquoi, selon vous? Alors, attendez, moi je fais juste le constat. Donc on a des problématiques qui sont spécifiques, qui sont loin comment dirais-je, de l'idéologie globalisante. Je viens d'avoir une petite revue de presse sur lutte ouvrière et sur une liste dont la presse dit qu'elle est d'inspiration marxiste et communiste. Mais au-delà de ça, on a des problématiques locales. Vous faites un focus sur ces problématiques ou vous dites on doit ouvrir le champ des possibles et parler d'autres choses ou de choses supplémentaires? Toutes ces choses que vous venez de dire entrent dans le quotidien. Quand vous avez parlé de l'empoisonnement, les ouvriers agricoles qui ont travaillé dans des conditions effroyables et qui continuent à travailler dans des conditions effroyables aujourd'hui, à la fois du fait de l'intensification des tâches, mais du fait aussi des pesticides qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle. C'est certain que ça a des conséquences. La chlordécone a des conséquences sur l'état de santé de cette population et l'état de santé de toute la population de la Martinique. Mais si vous voulez, la chlordécone, qui c'est qui achetait? Pour faire quoi? Qui c'est qui a imposé qu'on utilise ce pesticide ici en Martinique? Qui c'est qui a contribué? Bien sûr, il y a des politiques qui sont intervenus dans ce sens-là, mais c'était au profit des grands planteurs, essentiellement. Et vous prenez n'importe... Tout le monde l'a utilisé. Oui, enfin... Grands, petits, moyens, enfin. Oui, mais c'est surtout les grands. Et c'est surtout les grands qui ont eu de l'argent. Vous avez parlé de l'eau, mais c'est vrai que l'eau, aujourd'hui, l'ensemble du réseau est dans des conditions effroyables. Il est pourri. Mais quand chacun d'entre nous payons notre eau pour l'entretien du réseau et qu'il n'y a personne qui contrôle, mais il y a de l'argent qui rentre chaque mois ou chaque trimestre, je ne sais pas, c'est prélevé. Moi, c'est prélevé. Donc, c'est prélevé régulièrement. Vous payez régulièrement pour l'entretien. Mais qui contrôle ce qui est fait de cette masse d'argent? Personne ne contrôle. Et maintenant, ça pète de partout et vous êtes privé d'eau parce qu'on n'a pas entretenu le réseau. Alors, la fin de ma question, le problème, c'est qu'il faut se mêler de tout ça. Attendez, Madame Joachim Arnaud. Ma fin de la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller siéger à Bruxelles ou ce type de problématique, de manière très précise, là, vous n'en entendrez jamais parler et il n'y aura jamais, sauf si vous tapez du poing sur la table, de débat sur les 500 et quelques députés, même plus, je me trompe, beaucoup plus de députés, ne traiteront pas de la question. Ou alors, il vaut mieux rester chez nous, travailler localement à ce que les choses puissent changer. Moi, je crois qu'on vit à une époque où il ne faut pas vivre en étant replié sur soi-même.
il faut avoir une vision globale des choses, mais il faut aussi se positionner, agir l'endroit où on vit. Alors, bien sûr, mais je veux vous dire, le problème que vous avez soulevé, ça veut dire quoi? S'en prendre à qui? Dans la petite Martinique, il y a des salariés, des chômeurs, des retraités. Et puis il y a des capitalistes aussi. Alors les capitalistes en Martinique, ils ne sont pas aussi riches que Madame Bettencourt, mais ils sont riches, c'est les riches de la Martinique. Vous attaquez aux riches locaux. Bien sûr, les riches, c'est le même système. Dans ce système-là, on vit dans un petit pays, il y a des richesses qui sont moins importantes que celles de grandes multinationales, mais c'est le même principe. Et si nous voulons que quelque chose change ici, il faut se battre, il faut se mobiliser, il faut participer à des luttes collectives et il faut sortir de notre tête qu'il y aura un député européen qui va régler la chose pour nous. D'accord, j'ai bien compris que vous ne renoncez pas au local. Vous faites un peu la transition avec ma prochaine question. C'est-à-dire qu'au-delà de cette dimension de tribune que représente pour vous cette élection, est-ce que vous pensez vraiment vous, Ghislaine Joachim-Arnaud, qu'un député, en l'occurrence européen, ou que quelques députés européens peuvent vraiment influer sur tout ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant, et apporter vraiment un changement... Moi, j'y crois pas. Un début de changement, Moi, j'y crois pas, mais je pense que... en étant député européen, ça permettrait à ceux qui siègent et qui sont de mon courant, puisque Lutte ouvrière a eu des élus au Parlement européen. Okay. Ça n'a pas empêché que le système capitaliste puisse continuer. Mais c'était pas suffisamment non, c'est pas une question de nombre. Ils se sont servis de cette tribune-là pour défendre le camp qu'ils représentent. Et le camp qu'ils représentent, c'est le camp des travailleurs. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, on continue à défendre nos idées. Et on ne défend pas l'idée que ce sont des individus qui pourront transformer un système. Un système tel que le système aujourd'hui qui produit tant de dégâts ici comme ailleurs, ce système-là, il ne peut être transformé que par une mobilisation conséquente de la population laborieuse. Mais comment vous expliquez, j'ai l'impression qu'on est entré dans le chapitre des responsabilités dans cette émission, qui n'a pas fait le job au niveau de la connaissance des... Alors je sais bien que c'est pas propre qu'aux Martiniquais, mais cette méconnaissance quasiment totale des enjeux européens, des mécanismes européens, alors que l'Union européenne existe depuis des décennies, que cette élection existe depuis des décennies. Qui n'a pas fait le job à l'endroit de la population, les politiques, les responsables politiques qui ont défilé toutes ces dernières années? Je crois que, quand vous dites qu'il n'a pas fait le job... de pédagogie, entre guillemets, J'ai envie de vous répondre qu'un certain nombre de personnes qui touchent régulièrement de l'argent de l'Europe, on n'avait pas besoin de faire le job pour eux. Leur place sociale, la place qu'ils occupent dans la société, dans l'économie, leur permettait de savoir qu'ils toucheraient la manne des sangs. En 2017, les planteurs ont touché 129 millions. Alors, sur ces 129 millions, il y en a qui ont touché plus que d'autres, mais on n'avait pas besoin de leur faire de schéma. Ils savent, ils sont liés au lobby qui va leur permettre de toucher ces subventions. Oui, mais ces gens-là, ce ne sont pas des élus par la population, ce ne sont pas des élus. Non, oui, mais Là, je parlais des élus, enfin, cette obligation, pas de pédagogie, d'explication. Il n'y a pas de pédagogie à faire. Le Parlement européen, comme le Parlement français, c'est une assemblée de personnes élues qui ne sont pas au service de la population laborieuse. La grande majorité d'entre eux, pour ne pas dire presque la totalité ou la totalité d'entre eux, ils défendent un programme, un système, ils sont respectueux de l'ordre établi, ils n'ont pas envie de changer le système capitaliste, ils sont bien d'accord. Et c'est là que vous avez envie de siéger ? Non, c'est pas une question d'envie de siéger, c'est là que je défends. Vous savez, on vit dans un système et dans une société. Oui. Je n'irai pas sur la Lune pour parler de mes idées. D'accord. C'est ici. Okay. Donc, et c'est l'endroit où je vis. Donc, je parle de mes idées, je défends mes idées, l'endroit où je vis, en Martinique, pour l'instant. Donc, je veux dire par là que c'est ça la réalité.
on parle de la réalité. Mais pour transformer cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Il faut convaincre qui? Est-ce que parce qu'il y a des élections au Parlement européen, je vais dire à la population laborieuse, votez pour la liste de lutte ouvrière sur laquelle se trouve Ghislaine Joachim-Arnaud et votre sort va changer? Non, je ne peux pas dire ça. Vous savez, ça ne correspond pas à mes idées. Je leur dirai, si vous êtes d'accord, si vous reconnaissez qu'on vit dans une société qui fonctionne pour défendre les intérêts du grand capital et vous voulez sauvegarder les idées de votre camp, votez pour la liste lutte ouvrière le samedi 25 mai. Voilà ce que je dirais. Même si ça va servir à rien concrètement au Parlement européen. Ça servira à savoir qu'en Martinique, nous sommes un courant qui pensons ainsi, qui avons ces idées-là. Et je vous assure que si 20 000 personnes votaient pour notre liste en Martinique, ben vous seriez tous venus vers moi pour me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as observé, etc. On vient même vers vous quand vous ne faites pas ces scores-là. Vous voyez ça? À juger voir. C'est déjà pas mal. Allons un peu plus loin dans la réflexion sur l'Europe. Au-delà du fait que c'est une tribune, au-delà du fait que vous faites partager vos idées, qu'est-ce que vous attendez finalement de cette Europe-là? Du Parlement européen? Oui. Rien du tout. Mais je vous ai dit que j'attends rien du tout. Mais rien du tout, Vous n'avez pas l'impression que nos téléspectateurs sont peut-être un petit peu perdus là? Pas du tout. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'ils ne participent pas beaucoup à l'élection, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Encore moins. Mais bon, ça dépend. Moi, je me présente, mais j'attends rien du tout du Parlement. Non, il y a quand même des décisions. J'aimerais insister dessus. Il y a quand même des décisions prises par le Parlement européen qui impactent la vie quotidienne des Martiniquais. Alors, souvent dans un sens pas très positif, mais dans d'autres cas, oui. Au-delà du Parlement, il y a un certain nombre de structures européennes qui ont permis à des Martiniquais de pouvoir gagner leur combat contre la justice française, en faisant appel à la Cour européenne. Voilà. Il y a notamment des cas dans le mot que vous n'aimez pas, dans le business, qui a permis à des commerçants martiniquais de gagner leur combat contre une application de l'octroi de mer qui était jugée injuste, etc., etc. Donc, finalement, il y a des projets de jeunes Martiniquais qui sont soutenus par l'Union européenne à travers des subventions, je pense à des entreprises, mais à des actions culturelles. Est-ce qu'on peut aisément jeter le bébé avec l'eau du bain? Je veux vous dire que là, vous me citez un certain nombre d'exemples. Est-ce que parce que des travailleurs ont eu un problème, ils sont allés très loin, y compris devant la Cour européenne de justice? Est-ce que c'est parce qu'ils y sont allés, qu'ils ont eu gain de cause, qu'on va se mettre à défendre la Cour de justice européenne? Ou qu'on ira en cassation et on va commencer à dire la cassation, c'est un truc formidable, révolutionnaire? Pas du tout. Ce sont des institutions qui régissent une société qui est celle-là. C'est une société qui est au service des plus riches, au service du grand capital. Même si ça peut servir les intérêts. Ça peut arriver, bien sûr. Bon, dans la société bourgeoise aujourd'hui, Monsieur Macron, il a cassé beaucoup de choses du Code du travail, mais il n'empêchait que des travailleurs se servaient du Code du travail pour régler quelques différends avec leur employeur. Est-ce que de là à dire que le Code du travail, c'est la Bible? Enfin, pas la Bible, on va dire quelque chose, parce que je suis croyante. Mettons la Bible de côté. Non, mettons la Bible de côté. Est-ce que de là à dire que le Code du travail, c'est une référence? C'est une référence dans un contexte donné. Mais on ne dira pas que l'application du Code du travail va régler tous les problèmes qui existent dans le monde du travail. Allons résumer. Est-ce que... parce qu'en filigrane, c'est ça ma question. Finalement, Ghislaine Joachim-Arnaud, vous n'avez pas du tout renoncé à la révolution? Pas du tout. Pas du tout. Mais si vous voulez... c'est ou la révolution ou la guerre. Là, aujourd'hui, il y a des guerres... La peste ou le choléra? Non, pas la peste ou le choléra, les deux ne sont pas bons. Non, mais vous n'employez pas le mot paix.
Mais non, mais pour préparer la paix, il faut faire la guerre avant. La guerre de classe. Et la guerre, c'est pas moi qui l'amène. La guerre, c'est celle qui se passe aujourd'hui, celle qui fait qu'il y a des milliers Donc de gens en Martinique. Nous sommes en guerre. En fait. Il y a une guerre sociale, oui. Il y a des milliers de gens en Martinique qui ont pour vivre une pension de misère. Il y a des milliers de gens en Martinique qui ne touchent même pas le SMIC. La moitié des salariés touchent moins de 1 200 € net. Et alors, comment vous faites pour vivre avec ça ? C'est ça la réalité. Donc, en fait, est-ce qu'on peut régler ce problème-là ? Je pense qu'on peut le régler. Donc vous êtes plutôt hostile à une vision, on va dire, social-démocrate de la société, progressiste, consensuelle. Vous, si vous pouviez, vous auriez fait la révolution, en fait. La révolution, elle dépend pas d'individus. Bien sûr, elle dépend d'individus, mais elle dépend de masse. À quel moment les masses sont prêtes à n'y croient plus et sont prêtes à transformer un système. Est-ce que ce moment s'est éloigné de vous ou pas vous du sentez tout, qu'il c'est se pas rapproche? moi, mais non. Non, mais quand je dis vous, c'est les gens qui sont autour de vous. Si vous voulez, ça fait longtemps que la société, que dans la société dans laquelle on vit, les conditions sont réunies pour qu'il y ait une transformation radicale. Quand vous dites longtemps, vous datez ça de quand? La première grande révolution ouvrière, elle a eu lieu en 1917. Avant ça, il y a eu une révolution à Paris et dans certaines villes de France où les ouvriers, la Commune de Paris et la Commune. Oui. Bon, mais après la révolution de 1917, il y a eu une révolution en Allemagne qui a échoué. Il y a eu de grandes grèves en 1936 en France. Mais il n'y a pas eu de vraie révolution. On a vu les travailleurs prendre le pouvoir. Donc, et vous y croyez encore? Bien sûr que j'y crois. C'est ou ça ou la barbarie. Et on vit déjà un petit peu dans cette barbarie, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Barbarie du fait de qui? Du fait d'un système économique qui a fait son temps, qui n'évolue plus, qui aujourd'hui techniquement on a les moyens de régler les problèmes des êtres humains. On a toute la richesse. La richesse, ce sont les travailleurs qui la produisent, mais ils ne peuvent pas disposer de cette richesse à cause de la propriété privée. Vous savez bien que la propriété privée, c'est ça qui permet à un patron de dire ces bagailles-moi qui sont faits sous travail pour ça, mais m'a envie de dire, ben, on va avoir 1 200 €, et puis nous allons prendre tout ça au nid, et puis nous allons continuer de travailler, et puis nous allons voir qui bien. Parce que c'est ça le vrai problème. La richesse, elle est produite par les salariés. Donc il faut que, pour que la société puisse fonctionner en fonction des intérêts des salariés, il faudra mener une révolution. Mais en attendant de mener une révolution, moi je dis que la masse laborieuse a intérêt à utiliser le bulletin de vote du 25 mai pour dire que les objectifs immédiats des travailleurs et de la population laborieuse, c'est de revendiquer un salaire minimum, de revendiquer une pension minimum, de demander d'exiger que ce salaire minimum et cette pension de 1 800 € net soient indexés sur l'augmentation des prix, d'exiger qu'il y ait une répartition du travail entre tous, d'exiger qu'on puisse contrôler ce qui se passe dans les usines. Regardez tout ce qu'on fait là. Un hélicoptère sanitaire a un problème. Il a heurté des câbles de haute tension. Il n'est plus fonctionnel. Et puis l'État français, le grand État français, ne peut pas trouver un autre hélicoptère de l'armée pour pouvoir remplacer cet hélicoptère sanitaire. C'est quoi ça? C'est quoi ça pour vous? C'est du mépris? Mais c'est plus que du mépris. C'est plus que du mépris. C'est comme ce qui se passe dans les hôpitaux. Écoutez, je vais le dire encore. On va peut-être en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, mais je veux dire par là que c'est aussi ça. C'est-à-dire que même des choses qui sont d'utilité publique, l'État n'a pas l'attitude nécessaire pour pouvoir faire en sorte que la population, sur cette chose d'utilité publique, soit réglée facilement. Et donc, c'est scandaleux, tout ça. Mike. Tout à l'heure, vous parliez de guerre des classes sociales. Est-ce qu'en 2009, en Martinique, cette réalité de guerre de classe sociale était, selon vous, peut-être pas à son summum, mais à un point tout de même très, très élevé? C'est à un certain point. Je suis surpris par la réponse. C'est un certain point, mais pas... Un point conséquent, quand même, non? Non, disons que
le mouvement de 2009, il avait une certaine force qui a permis d'arracher un certain nombre de choses, mais peut-être qu'avec le recul, on peut le dire plus facilement, mais si vous voulez, le mouvement de 2009, il dénonçait l'exploitation, mais il ne s'attaquait pas à la cause réelle de l'exploitation. Et s'attaquer à la cause réelle de l'exploitation, c'est comprendre qu'il faut viser plus loin, il faut viser la propriété privée, il faut exproprier les patrons, il faut viser le pouvoir politique, il faut transformer le système, c'est ça. Mais si en 2009, vous dites que cette réalité de guerre des classes était, je vous cite, à un certain point, 10 ans plus tard, elle est à quel point, là? Eh bien, aujourd'hui... Un point invisible, enfin... Pas si invisible que ça. Pas si invisible que ça, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, tout le temps, les gens luttent. Et tout le temps, les gens ne luttent pas pour occuper le centre de la Martinique, qui est Fort-de-France, pendant plusieurs dizaines de jours. Mais si vous faites l'inventaire des luttes qui se mènent au quotidien en Martinique, de celles dont on parle comme de celles dont on ne parle pas, je vous assure qu'il y a des réactions. Alors on ne les voit pas, donc on a l'impression que les gens sont amorphes. C'est pas vrai. Les gens ne sont pas amorphes. Ils réagissent, ils résistent, ils tiennent le coup. Maintenant, il y a des moments où ils le font de manière plus visible, plus conséquente, mais ça ne veut pas dire qu'ils se croisent les bras. Alors, je nous reconnais aussi qu'on est dans une période un peu de recul. On est dans une période où, naturellement, les gens ont la trouille, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage important et parce qu'ils ne savent pas s'ils s'engagent, est-ce qu'on ne va pas leur dire, pour ceux qui travaillent, merci monsieur, au revoir, etc. Donc la pression, elle existe. Alors, je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que vous pensez que la présidence Macron est de nature à, et peut-être aussi à la faveur de toutes ces images qu'on voit chaque week-end, quoi, est de nature à, je ne vais pas dire ranimer la flamme et la mobilisation que vous appelez de vos voeux, quoi. Est-ce que cette présidence-là ne porte pas les germes, entre guillemets, de la mobilisation que vous espérez, quoi? C'est certain que toute la politique de Macron, c'est la suite de la politique de Sarkozy, de Hollande. Et plus on va dans le temps, plus les présidents qui se succèdent montrent de manière claire et déterminée qu'ils sont au service des riches et ils sont au service du grand capital. Donc, plus on mène une politique au service du grand capital, plus on pressure la population laborieuse, moins on déverse des salaires, plus le chômage augmente, plus les dividendes des actionnaires augmentent. Ça, c'est une réalité. Alors, cet écart qu'il y a entre des gens qui sont très, très riches et d'autres qui sont très pauvres alors qu'ils travaillent pour certains, il est possible qu'à un moment donné, dans le monde du travail, qu'ils disent, bon, et là, maintenant, ça suffit. Maintenant, ce moment-là, il va se produire quand, à quel moment ? Je ne peux pas vous dire. Je suis sûr qu'on a déjà dû vous poser la question au moins 10 fois depuis ces derniers mois, mais est-ce que c'est, entre guillemets, vous voyez comment je suis prudent, est-ce que c'est, entre guillemets, à cause de février-mars 2009 que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pris en Martinique? J'en sais rien, je ne crois pas. Je compare même pas, enfin, si vous voulez, le mouvement de 2009, c'était aussi une réaction de la population laborieuse par rapport à la cherté de la vie, à la précarité, au chômage. Et les réactions en France sont aussi celles-là. D'ailleurs, quand vous regardez le mouvement des Gilets jaunes en France, tel qu'il se déroule aujourd'hui, et regardez ce qui s'est passé à La Réunion, c'est pas exactement la même chose. Ils avaient porté les Gilets jaunes, mais en Réunion, ça va aussi une certaine gueule, quoi. Bon. Maintenant, tous ces mouvements-là, ils gênent le pouvoir politique, bien sûr. mais ils ne gênent pas le pouvoir économique. D'ailleurs, ce qui est fondamental, il y a très peu de revendications anti-riches. Dans le mouvement des Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes. Je sais pas, vous ne pouvez pas dire ça. Non, quand je dis anti-riche, j'ai pas entendu des trucs contre Bernard Arnault ou contre Quand ils disent. Allez, allez-y. Ou même contre les entreprises. Hein.
Quand on regarde le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, il y avait aussi un certain nombre de petits possédants qui sont écrasés parce que dans la Ce que société vous appelez des capitale... petits possédants, c'est quoi? C'est des petits commerçants, des Oui, artisans, des gens bien comme ça? sûr, oui, de petits possédants, de gens qui ont leurs propres outils de travail, qui ont des fois leur petite entreprise, qui ont 2 ou 3 personnes. Vous les mais aimez, vous les aimez, ces gens-là? Je n'ai rien contre eux, mais Mais vous l'aimez? non, ces gens-là subissent la loi du grand Parce capital. que souvent, ce sont des salariés qui, n'ayant pas pu trouver du Oui, boulot, bien sûr. se sont mis à créer leur entreprise. Hein. Bien sûr, mais je n'ai rien contre eux. D'accord. Mais je ne défendrai pas l'idée que l'avenir de la société, c'est de passer par là. Vous comprenez? Et s'ils sont dans cette situation, et s'ils ont des difficultés à joindre aussi les deux bouts, c'est Oui, lié aussi c'était le cas. au capital. Donc ils se retrouvent dans les ronds-points à côté de d'autres personnes qui sont des salariés, et au travers de ce qui m'est revenu des discussions qui se faisaient dans ces ronds-points, ben il y a des contradictions qui apparaissent. Mais en même temps, alors justement pour faire unité, ils ont dit il faut un peu cacher certaines choses pour ne pas froisser, mais la réalité, c'est que la société, elle est là, avec ses règles, avec ses fondements, avec ses bases. Et si on veut vraiment que les choses changent, c'est là la limite du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que si on veut que ça change, il faut s'en prendre à ceux qui ont le pouvoir, qui ont Et quand le vous dites pouvoir ça, économique. vous mesurez bien la part d'inquiétude que ça peut générer chez un certain nombre de nos concitoyens. Quand vous dites il faut s'en prendre comment? Physiquement? Il faut s'en prendre à aux richesses des gens les plus riches. Je traduis, il faut s'en prendre, c'est-à-dire prendre. Oui, il faut prendre, il faut les s'emparer. exproprier. Il faut les exproprier. Il D'accord. faut les exproprier. Et c'est- Alors, il faut les exproprier. Pourquoi? Parce qu'il faut les exproprier pour utiliser ces grands moyens de production ou ces moyens C'est-à-dire que vous êtes partisane, pour- par exemple, de la nationalisation. je suis pas seulement... Ce que je ne François parle pas... Mitterrand a fait en 81, la Mais nationalisation de toutes les mais banques. l'État n'a pas changé. Je suis pour l'expropriation, c'est différent. La nationalisation, c'est pas l'expropriation. Donc, je suis Donc, en pour... fait, quand vous expropriez, donc vous prenez les biens, c'est bien ça, Oui. les richesses des gros, ce que vous appelez les gros possédants, mais vous les donnez à qui? Non, on ne donne rien. On les utilise, nous, la classe en capacité de transformer les choses et de diriger les choses demain. C'est la classe à laquelle j'appartiens, la classe des travailleurs salariés. Donc, les salariés deviennent les gestionnaires des outils de production. Les salariés vont s'organiser. Les salariés vont s'organiser. Ils sauront quels sont les organes politiques, les organes de pouvoir, de contrôle du pouvoir, de ce qui se passe. Il y a déjà eu des révolutions ouvrières. Il y a des exemples de ce qui a été fait. Bon, il y a Allemagne, en France. Donc, etc. il s'agit de se donner les moyens de contrôler ce qui se passe. Oui, tout est applicable partout. Il y a des ouvriers, des travailleurs, des chômeurs, des artisans, des gens qui n'ont envie d'exploiter personne, qui ont envie de vivre dignement de leur travail. Eh bien, ils existent partout. On peut dire que vous, au moins, vous n'avez pas renoncé à l'idéologie, parce que nous recevons... Communiste, marxiste. Voilà, nous recevons ici des gens qui ont vendu leur idéologie depuis très longtemps. Vous, au moins, vous l'avez gardée. Passons à des choses plus pragmatiques. Oui. Et qui concerne la vie au quotidien. Vous vouliez aborder la question de la santé. On Oui. sait que vous faites partie d'une espèce de mouvement qui porte le nom de collectif du Choum Douvent. Association Sauver la Sauver santé la santé en Martinique. qui a un petit peu muté. On peut faire un bilan rapidement là, parce que c'est de la politique, ça. De la politique au sens noble du terme, puisque nous sommes là face à une problématique qui concerne tous les Martiniquais. Oui. Certains l'oublient d'ailleurs. Je pense que certains pensent qu'ils peuvent être hospitalisés ailleurs, surtout quand ils sont en situation, par exemple, très grave après un accident de la route. Ils pensent qu'ils peuvent être hospitalisés à Necker, à Paris, dans les 24 heures, ce qui ne va peut-être pas être le cas. Donc, ils iront dans un hôpital martiniquais. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la situation? Les hôpitaux sont très mal aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas très changé. Il y a eu un peu de fric qui a été donné. Ça a permis... Récemment. C'était lors du déplacement d'Emmanuel Macron, je crois. C'est à peu près à cette période, il y a à cette quelques mois. époque-là, Une il y a petite eu, quarantaine de millions d'euros. Voilà, 40 Il millions a d'euros. effectivement été donné, cet argent. Oui. Il semble, oui. Je parlais de contrôle tout à l'heure.
On doit demander ça Bientôt à la au direction directeur générale. général de l'établissement, exactement, qu'il puisse nous dire le détail de ces 40 millions. Ça devait servir à quoi, dans les grandes lignes, cet argent-là? Eh bien, améliorer la trésorerie de l'hôpital, à payer des fournisseurs, de telle sorte qu'on puisse redémarrer, parce qu'il y a des fournisseurs qui refusent de livrer certaines choses parce qu'ils n'ont pas été payés. Par exemple, j'ai appris là qu'il n'y a pas de droitier stérile ces jours-ci. Il n'y a pas de droitier. De droitier, pas pour nettoyer les doigts. Non, pas pour nettoyer les doigts. Excusez-moi, vous voyez à quel point je ne connais rien. Pour faire des touchés, qu'il n'y a pas d'électrode de saturation pour les bébés, les nouveau-nés. Ce sont des éléments qui sont absolument nécessaires, vitaux, que les lits dans la maternité de MFME méritent d'être changés, ils ne sont pas changés. Que les collègues se font mal au dos pour essayer de rattraper des personnes, que voilà quoi, c'est ça la réalité, que certains appareils qui permettent de faire le suivi d'un enfant, d'un bébé qui n'est pas encore né, eh ben les appareils qui permettent de faire ce suivi-là, eh ben il n'y a pas de papier. Donc, on ne peut pas faire le suivi. Et donc, quand on ne peut pas faire le suivi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la décision de faire une césarienne. Est-ce que c'était le choix? Est-ce que c'est normal, ça? Mais c'est ça. Donc, le quotidien, Vous parlez d'un pays qui est la 6e puissance mondiale. Hein. Oui, mais où il a des petites colonies, comme celle de la Martinique, où il refuse de prendre en compte les problèmes de la santé en Martinique. Quand je dis qu'il refuse de prendre en compte, il ne donne pas aux établissements publics de santé en Martinique les moyens dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Alors, ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que l'État français a de l'argent. L'État français a de l'argent, mais il nous met en situation de descendre dans la rue chaque fois pour pouvoir exiger. Et il faut transformer tout ça. Tout le monde sait que le budget des hôpitaux en Martinique, en France, en Guadeloupe, tel qu'il est conçu aujourd'hui, n'est pas bon. Regardez comment Mme Buzyn nous fait attendre pour pouvoir modifier ce mode de financement des hôpitaux. Mais tout ça répond à une politique. Pour nos téléspectateurs, une petite explication rapide. Un hôpital aujourd'hui, c'est comme une entreprise. Si l'hôpital ne vend pas de prestations, ben, il ne boucle pas son budget. C'est un peu ça, en fait. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Oui, c'est la tarification à l'activité, mais bon, c'est de la santé quand même. Hein. Oui, et vous, ce que vous voulez, c'est qu'on revoie ce système-là. Le système, il a été conçu, enfin, qu'on revoie ce système-là, que l'État ne fasse pas des économies comme il le fait actuellement sur les hôpitaux, qu'il ne demande pas aux hôpitaux de faire des économies pour aider son budget, et en même temps, il met la main dans le budget pour aider les grands groupes capitalistes, qu'il refuse sur l'impôt sur la grosse fortune, eh bien, il a dit, j'ai pas besoin de cet impôt-là, 4 milliards, mais il aurait pu dire, ces 4 milliards-là, je les mets à la disposition des hôpitaux, et ça réglerait bien des problèmes dans des hôpitaux, ici comme ailleurs. Donc, c'est cette politique-là qui n'est pas bonne. Et donc, on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, ils sont choqués qu'ils vivent cette situation et que l'État se prive de cet impôt. Mais Macron a dit, bon, enfin, non, pas question, il ne va pas le rétablir. Bon, alors là, il a rétabli des petites miettes, il a fait des petites miettes, mais ce n'est pas ces miettes-là qui vont régler le problème. Il y en a quand même pour 17 milliards. Hein. Quoi? 17 milliards de... 7 milliards de quoi? Ben de recettes, de redistribution, aux ménages français. Oui, mais qui va payer ça? Qui paie les impôts en France? Qui paie le plus d'impôts? Qui paie le plus d'impôts? La population laborieuse ou les capitalistes? C'est plutôt les capitalistes. Hein. Qui paie le plus d'impôts? Non, tous les impôts indirects qui sont prélevés sur la population. Vous parlez des taxes. Vous oui, mais non, sur l'impôt sur le revenu, c'est plutôt les gens qui ont... Mais oui, mais l'impôt sur le... Vous savez très bien que la partie qui rapporte le plus d'argent à l'État français, ce sont les taxes. C'est la TVA. Question de Mike. Concernant la situation du CHUM, est-ce que l'État, enfin les autorités de l'État, nous traitent plus mal que d'autres hôpitaux qui sont eux aussi dans de grandes difficultés, que d'autres hôpitaux de l'Hexagone, quoi?
Est-ce que c'est, comme dirait Eddie Marajo, est-ce que c'est parce qu'on est noir? Oh, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être, hein, parce qu'on est noir, qu'on est loin. Mais je pense que ça correspond aussi à la fois à ce qu'est l'État français, à la fois à ce que nous sommes loin, ok? Bon, ben, on est un pays on nous considère un peu comme des sous-développés, et donc les sous-développés, ils n'ont pas besoin d'un hélicoptère, par exemple, on peut les laisser mourir. Il y a plus de 900 sorties mais on se moque de ça. Sauf que, bon, quel que soit l'endroit où on est en France, on prend un avion, en une heure de temps, on a traversé la France. Donc, si vous n'avez pas d'hélicoptère, vous pouvez prendre l'avion. Ici, c'est pas pareil. Nous, il faut 7 heures, 8 heures de temps. Et ça prendra plus de temps encore. Parce que le temps d'embarquer, le temps de débarquer, ça nous prendra pratiquement 10 heures de temps. Ouais. C'est ça la différence. Donc, on ne prend pas en compte ce qu'est la réalité de la vie de la population martiniquaise. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de changer ça. C'est une position politique qui est presque, entre guillemets, raciste. Mais que cette population martiniquaise ne se mobilise pas, là encore, de manière conséquente et en nombre. Quand vous constatez ça, et c'est pas la première fois que vous faites ce constat, qu'est-ce que ça vous inspire à la fois comme sentiment et comme, je vais pas dire analyse, mais comme décryptage? Pourquoi? Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. On parle de sa santé à elle, enfin, de notre santé. C'est toujours... Elle n'est pas prête. Si vous regardez, pas plus en Martinique qu'ailleurs, les combats sur les problèmes de la santé n'ont jamais mobilisé très fortement les populations. Parce que, heureusement, les gens ne sont pas malades tous les jours. Donc, ils ont l'impression que... Oui, ils vont toujours passer entre les mailles. Oui, c'est un petit peu ça. Et donc, ce qui amène les gens à descendre dans la rue, c'est l'accumulation de certain nombre de contraintes, de privations. Et puis, c'est le fait aussi qu'ils ne puissent pas vivre... Ils disent j'ai rien à perdre, là, donc je descends dans la rue. Bon, maintenant... C'est certain que moi, j'aimerais bien que les gens descendent dans la rue le plus vite possible. Mais je n'ai pas le pouvoir de forcer les gens à faire des choses qu'ils ne sont pas encore prêts à faire. Par contre, j'ai le devoir de continuer à défendre mes idées. Et c'est bien pour ça que j'utilise les élections, comme tout autre moyen, pour défendre les idées quand il y a des élections. Est-ce que le collectif dont Eddie parle, Chum Douvant et l'association Sauver la santé en Martinique, est-ce que vous êtes toujours, actif, je le sais, mais je sais que vous avez eu, par exemple, il y a l'année dernière, un certain nombre de rendez-vous avec les cabinets ministériels parisiens. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec ces cabinets-là et singulièrement le ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a des rendez-vous de prévus, quoi? Non, il n'y a pas de rendez-vous prévu. C'est pas là l'objet de notre entretien. Je sais que des rencontres ont été menées avec un certain nombre de parlementaires pour leur dire un petit peu quelle était la situation du CHUM. Et ce que je sais, c'est que il faudra qu'on retrouve le chemin de la rue. Enfin, moi, c'est Ghislaine Joachim qui parle. Hein. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la réalité. Parce que rien ne bouge. Rien ne bouge. Parce que ça ne bouge pas de manière conséquente. Parce que, vous avez entendu hier, on inaugure... Hier, c'était quel jour? Le 2 mai, avant-hier, mercredi 1er, on a inauguré l'internat. Qui a travaillé pour que l'internat du CHUM soit différent de ce qu'il était avant? Si on avait montré les photos avant, c'était dégueulasse. Mais ce sont des médecins, le syndicat des médecins, qui a participé, qui est allé voir un certain nombre de personnes qui ont apporté leur contribution pour rénover cet internat-là. Bon, mais c'est quand même honteux, vous vous rendez compte? Mais ce qu'ils ont fait pour l'internat, vous allez dans un service de soins, vous verrez qu'il y a... Alors, tiens, à l'hôpital Pierre-Zobda Kittmann, il n'y a pas de sonnette. Vous faites presque tous les étages. Vous cherchez à savoir s'il y a une sonnette. Quand vous êtes couché sur un lit d'hôpital, vous avez besoin de sonner parce que ça ne va pas, il n'y a pas de sonnette. Qui est-ce qui a coupé les sonnettes? Elles ne fonctionnent plus. Elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées, il faut les changer. Et pour les changer, ça a un coût. Les malades font quoi alors? Ils crient? Oui, ils frappent, ils appellent, ils disent à quelqu'un d'appeler. C'est ça la réalité. Mais c'est pas normal. Vous connaissez bien notre société, notre histoire, notre classe politique. Selon vous, pourquoi ce discours d'appel à la mobilisation populaire,
ce discours qui tend à dire au peuple justement qu'il représente une force, qui représente un vrai pouvoir de changement, un levier de changement, s'il se mobilise de façon conséquente. Pourquoi ce discours-là est si peu présent, me semble-t-il, chez les responsables, on va dire, de nos grands partis politiques, ceux qui occupent le pouvoir depuis 30 ou les 40 dernières années en Martinique? Pourquoi parce qu'ils respectent l'ordre établi. C'est-à-dire, vous dites ça avec un grand sourire. Oui, mais parce qu'ils respectent l'ordre établi, parce qu'ils ne veulent pas... Ils y ont intérêt? Ben, c'est la politique qu'ils mènent. S'ils menaient une autre politique, ils amèneraient la population à descendre dans les rues. Ils rendraient compte plus que ça. Ils montreraient d'autres voies, mais ce n'est pas leur politique. Ça ne les intéresse pas, ils ne font pas ça. C'est quoi leur politique? Ben, j'ai déjà dit. Ils respectent l'ordre établi, ils respectent le grand capital, ils respectent le pouvoir politique en place. Même les formations dites d'extrême gauche, indépendantistes. Ah, je peux citer un MIM. Non, enfin, le MIM, c'est pas extrême gauche. Ah bon, excusez-moi. Le MIM, c'est un parti nationaliste. Oui. C'est un parti nationaliste qui respecte l'ordre établi aussi. Ils veulent pas trop bouger. Ils veulent du pouvoir, certes, mais ils veulent du pouvoir pour leurs amis politiques ou leurs amis qui ont un certain pouvoir économique aussi, mais ils n'ont pas l'intention, ils ne remettent pas en cause le système capitaliste. Ils dénoncent le colonialisme, mais ils ne remettent pas en cause le système capitaliste. Alors moi, je dénonce le colonialisme, mais je remets en cause le système capitaliste. Donc parce qu'on vit dans un pays, on subit les lois de ce système-là. Donc, c'est pas parce qu'on sera indépendant que le capitalisme ne va pas exister en Martinique. Par contre, si ce sont les travailleurs qui ont le pouvoir en Martinique, c'est autre chose. Alors, on a très rapidement évoqué la problématique de la santé. Vous nous dites que rien n'a changé. Fondamental. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous émettriez le même constat, le même jugement? Parce que si c'est le cas, finalement, rien ne bouge, quoi. Il y a une espèce de Ça bouge, mais dans le mauvais sens. Ah, oui. C'est-à-dire, ça bouge dans le sens de la dégradation, ça ne bouge pas dans le sens de la prise en compte des intérêts de la population. Cette vision-là, alors, pardonnez-moi, mais j'ai revisité plusieurs émissions auxquelles vous et moi avons participé, par exemple. Mais d'autres plus anciennes, j'ai l'impression de réentendre chez vous exactement le même constat. Depuis maintenant plus de 10 ans. On va dire. Non, je m'en tiendrai aux 10 dernières années. C'est à désespérer. Non, il ne faut pas se désespérer dans la vie. Il faut toujours avoir de la conviction sur ses idées. Il faut comprendre comment va le monde, il faut comprendre comment fonctionne la société. Il faut se poser la question, mais qui dans cette société a la capacité de transformer les choses? C'est cette question-là. Apparemment, ce n'est pas... Alors, je vais peut-être vous taquiner. Vous dites, bon, grosso modo, il ne faut pas trop compter sur les partis qui respectent l'ordre établi. Oui. Donc il y en a un paquet apparemment. Ah oui, parce que si vous avez pris celui qui se situe le plus à gauche des partis traditionnels, on va dire ça comme ça, si lui n'y va pas, on peut imaginer que les fervents de la départementalisation n'iront pas non plus. Donc les partis, c'est raté. Les syndicats, leur action sur le terrain pour la défense catégorielle, on voit que c'est efficace, mais peu de syndicats interviennent dans la sphère, je dirais, de la politique au sens noble du terme. On est là très très loin du syndicalisme triomphant des années 50-60. Il reste qui pour faire ça, ce boulot-là? Moi, j'appartiens à un courant politique qui estime qu'il faut que les travailleurs aient leur propre parti. C'est vrai, oui, leur propre parti. Bon, Combat ouvrier, c'est une petite organisation. Oui. Même Lutte ouvrière à l'échelle de la France, c'est une petite organisation. Mais nous militons pour qu'il y ait un vrai parti communiste révolutionnaire. Maintenant... Mais vous savez quand même que la classe des ouvriers, c'est une classe plutôt en voie de disparition dans une société comme celle-là. Des salariés, si vous voulez. Salariés, d'accord. Allons utiliser le terme salarié. Au niveau des salariés, vous avez des ouvriers, des employés,
Vous avez des gens qui sont cadres, qui sont salariés et cadres, et qui ont leur place aussi dans ce parti. Ce parti des ouvriers que vous appelez de votre vœu, est-ce qu'il n'est pas voué, j'allais dire de manière intrinsèque, à l'échec? Pourquoi vous voulez qu'il échoue? N'est même pas né, vous voulez faire... Non, mais ce que vous y mettez, c'est justement, non pas un contenu qui soit cohérent par rapport à la société que vous dénoncez, mais plutôt un contenu révolutionnaire. Enfin, la première victime de ce parti, ce sera lui-même. Non, la première victime de ce parti, ce sont les capitalistes qui sont victimes. Non, mais c'est pas le parti. Le parti des travailleurs ne pourra pas subsister une fois la révolution faite. Sinon, c'est pas très cohérent. Oui, mais ou alors c'est l'Union soviétique. Non, on est déjà un petit peu trop loin là. Un autre jour, vous allez m'inviter sur ce type de débat et vous verrez qu'on aura beaucoup de choses à dire. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que les travailleurs, il faut qu'ils aient leur parti, il faut qu'ils fassent de la politique, il faut qu'ils défendent leurs intérêts généraux. Et pourquoi ils ne le font pas? C'est la vraie question. Pourquoi ils ne le font pas? Ils sont fatigués, ils sont déçus, ils sont amers. Peut-être déçus, peut-être amers, peut-être qu'on leur a dit trop longtemps, votez bien, ça va changer. Si vous votez bien, vous pourrez changer votre sort. Ils ont voté plusieurs fois bien, ils ont vu que leur sort n'a pas changé. Et ceux qui leur ont dit de voter les ont peut-être trahis. Probablement, ils ont vu ça. Ils ont vécu ça. Il y a plusieurs générations qui ont vécu ça. Donc, je pense que tout ça a contribué à décourager un certain nombre de personnes qui d'ailleurs ne militent plus. Maintenant, il y a une démission. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a une démission, mais c'est pas parce qu'une démission d'un certain nombre de personnes qui étaient engagées, on va dire globalement, dans le camp des travailleurs, ils ont démissionné, mais ils continuent leur route. Ils sont probablement en train de soutenir et soutirer le grand capital. Les autres qui continuent dans la voie du camp des travailleurs, ils continuent. Le contexte n'est pas plus favorable pour nous aujourd'hui, il le sera demain, parce que nous ne voyons pas d'autre issue que par des luttes collectives du monde du travail. Et moi, j'ai la conviction que ces luttes reviendront, qu'elles rejailliront. Si on avait interrogé le peuple algérien, pourtant ils n'ont pas encore fait de révolution, mais c'était quand même dur en Algérie. On voit comment les Algériens sont restés dans la rue, ils ont tenu le plus longtemps, c'est pas terminé. C'est pas fini, ça continue tous les vendredis. Mais je veux dire par là que c'est pareil, on n'aurait pas pensé ils auraient occupé la rue aussi longtemps. Ce qui s'est passé en Algérie, c'est une révolution. On peut qualifier ça de révolution, ce qui s'est passé, cette mobilisation c'est une mobilisation pacifique, massive, déterminée mais pacifique. C'est une mobilisation massive, c'est une action qui a contribué à ce qu'ils obtiennent quelque chose qui était essentiel pour eux, c'est que le président qui avait déjà fait son temps puisse ne plus se représenter. Maintenant, si je sors de ce contexte-là, je prends le mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'est un mouvement non violent, pacifique, mais c'est un mouvement qui a eu sa raison branche. C'est un mouvement qui a eu sa raison d'être dans le contexte, etc. Donc chaque mouvement, il jaillit à un moment donné et il permet d'avancer. Maintenant, ce qui est fondamental pour s'en sortir, pour vivre mieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Nous pensons qu'il faut défendre nos intérêts de salariés du monde du travail, qu'il faut revaloriser les salaires, les pensions, qu'il faut permettre que les salaires, les pensions, les allocations soient indexées sur le coût de la vie, il faut avoir un salaire minimum, il faut augmenter les salaires d'une certaine valeur qui doit être conséquente, il faut réduire sur la durée du travail sans réduire sur les salaires. Nous pensons qu'il faut interdire les licenciements, il ne faut pas pousser les gens à faire des heures supplémentaires comme ils font aujourd'hui, il faut combattre la précarité, il faut combattre les inégalités qui existent entre hommes et femmes. Mais combattre, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'investir, ça veut dire se mobiliser, ça veut dire agir, ça veut dire avoir confiance en soi, confiance dans sa classe, confiance dans le monde du travail, continuer à défendre, à véhiculer ses idées, même si tous les jours, on n'est pas prêt à occuper la rue pendant une semaine, 2 semaines. Mais il faut continuer à gagner des gens à ces idées.
Alors, je fais une petite parenthèse et comme d'habitude, je vais poser 2 questions. Alors, en 2009, la relation entre les Martiniquais mobilisés dans les rues et le patronat béquet était plutôt exacerbée, quoi, plutôt à vif. Vous-même, vous avez, après les événements, été poursuivi par une association. Vous avez été poursuivi pour incitation à la haine raciale et vous avez été relaxé en appel. Aujourd'hui, comment vous qualifiez la relation entre les Martiniquais non béquets et ce grand patronat béquet? Est-ce qu'elle est totalement pacifiée selon vous? Non, enfin, elle est là. Elle je sais que vous êtes dans la société, vous êtes dans le pays, vous parlez avec les gens. Oui, mais bon, vous savez, ça dépend du milieu, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui se passe. Si vous allez, là, ces jours-ci, causer avec les ouvriers agricoles, ils vont vous dire un certain nombre de choses. Ils vont vous dire leur ras-le-bol. Ils vont vous dire qu'ils s'esquintent tous les jours, qu'ils transportent tous les jours des tonnes de régimes de bananes, qu'ils ont des maladies professionnelles, qu'ils ont mal aux épaules, ils vont vous dire des choses, d'accord? Et ils vont vous dire qu'ils s'empoisonnent aussi. Oui. Si vous allez dans un petit hôpital, les collègues vont parler de leurs conditions de travail. Ils vont vous dire qu'il existe le harcèlement. Ils vont vous dire qu'ils en ont marre. Ils vont vous dire que tout ce qu'ils font pour pouvoir améliorer les choses, on ne prend pas ça au sérieux. Donc, dans chaque corps de métier, il y a une lassitude, il y a un ras-le-bol, il y a des conditions de travail éprouvantes, il y a... mais qui ne sont pas forcément liés à ce patronat-là, non? Si. Qui sont liés à toute une série de dysfonctionnements de la société. Bon, oui. Si vous voulez, dans un petit hôpital, par exemple, quand les conditions de travail sont difficiles, c'est parce que l'hôpital n'a pas des moyens pour pouvoir fonctionner. Ouais. Alors c'est vrai, c'est comme tout dirigeant. Vous avez des dirigeants qui ont plus l'art que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu butés, bornés, et qui, des fois, ne veulent pas entendre le personnel sur leurs revendications. D'accord. Et mon autre question, ma deuxième question, c'est tout à l'heure, vous parliez d'expropriation, et ça m'a fait penser, enfin peut-être à tort, à la question des réparations, qui revient de manière récurrente dans l'espace public martiniquais. J'ai le sentiment qu'on ne nous a pas souvent entendus sur cette revendication. Vous en pensez quoi de ça? Vous y êtes favorable? Mais je vais plus loin. Ah oui, l'expropriation pour vous, c'est vrai. Vous vous situez au-delà. On veut récupérer nos biens. C'est nos biens, c'est pas les leurs. Okay. C'est parce que c'est nous qui avons produit ça, les générations avant qui ont produit ça. Donc il y a une vraie connexion avec cette revendication-là. On n'est pas pour le partage de la misère. On est pour récupérer tout ce qu'on a produit et de telle sorte que ça puisse servir à la collectivité, pas à une petite minorité. C'est pour ça qu'il faut l'expropriation. On ne veut pas faire le partage de la misère. C'est pas la misère qu'on veut partager. On veut vivre à notre époque avec les moyens qui existent pour prendre en compte pour que les gens puissent vivre bien. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens très très riches qui font la queue pour savoir quand est-ce qu'ils vont se mettre pour aller sur Mars ou je ne sais trop quoi. Ouais. Et puis là, on ne peut pas régler le problème de la faim, on ne peut pas régler le problème du vivre tous les jours, on ne peut pas... Que des familles sont obligées de s'endetter toute leur vie, ils vont passer toute leur vie à calculer comment je vais faire pour payer mon loyer, comment ceci, comment cela. C'est quand même une société de dingue, cette société-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut la combattre. Mais, et la combattre, c'est déjà comprendre que dans la société d'aujourd'hui, les gens qui sont très riches, ils sont très riches parce qu'ils ont volé, ils continuent à voler des milliers de gens. D'accord? Et qu'il faut arrêter ce vol-là. Il faut arrêter ce vol-là. Et arrêter ce vol-là, ça veut dire transformer le système. Alors, il y a des thématiques qui touchent les Martiniquais de près. On va essayer d'y rester. Aujourd'hui, faire de la politique, c'est essayer de gagner des élections pour s'emparer du pouvoir. Vous doutez de ça? C'est pas le mot pouvoir, ça vous amuse, quoi. Non, je pense que... Non, j'ai l'impression que gagner des élections, c'est un truc... Non, c'est pas ça. Je dis,
si vous voulez, si dans la population, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans mes idées et qui votent, qui utilisent le bulletin de vote de lutte ouvrière le samedi 25 mai, ce sera très bien parce qu'ils auront exprimé qu'ils sont d'accord avec cette politique-là, avec les revendications, avec les objectifs. Vous étiez quatrième, hein, sur quoi? En 2000, les élections. Les dernières élections. Dernières élections sur le classement dans la circonscription. Oui, c'est pas mal. Non, il y a toute une série de gens qui ont eu moins de 1%. C'est clair. Mais attendez, laissez-moi finir quand même ma question. Parce que vous m'avez arrêté en pleine vol. vous n'avez pas arrêté, c'est vous avez souri. Non, mais vous avez souri. On l'avait perdu. Alors, il y a des gens qui ont gagné en 2015. Ces gens ont eu le pouvoir, ou ont le pouvoir au sommet de la hiérarchie, on va dire, institutionnelle locale, à travers la CTM. Ah d'accord, c'est ça dont vous voilà. parlez. Et vous étiez parmi les gens qui se battaient pour avoir ce pouvoir. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confier ce que vous pensez de la gestion de la Martinique par la CTM? Ou est-ce que pour vous, c'est un vain débat? Bon, c'est des gens qui sont au service des mêmes personnes. Ils sont toujours au service des mêmes personnes. Vous n'allez pas tous les mettre dans le même... Oui, ils sont au service des mêmes personnes. Vous savez ça pertinemment. Mais est-ce que la population, elle le dit. Est-ce que c'est pas un moyen d'éviter le débat ou d'éviter que vous puissiez exprimer votre opinion? Par exemple, tout le monde discute au marché, à la plage, dans les fauteuils de Pôle emploi ou ailleurs. Non. Tout le monde discute de la façon dont les hommes politiques gèrent dit au café Cancan, tous les jours au café Cancan, on lui mettait d'accord. Mais les gens ont raison d'observer que quand il y a des problèmes qui se posent dans la population, on n'entend pas les politiques sur ces problèmes-là. On n'entend pas du point de vue... Quand vous dites les politiques, vous parlez des élus, des gens qui gèrent. Oui. Parce que vous êtes une politique, vous faites de la politique. Non, je suis une militante politique, c'est pas la même chose. Je suis pas une politicienne. Non, je n'ai pas dit politicien, je dis politique, au sens noble du terme. Je fais de la politique. Vous faites de la politique, donc vous êtes un acteur politique. Oui. Mais vous ne donnez pas raison systématiquement à ce que dit Monsieur Tout-le-Monde, parce que les gens que vous voyez faire de la politique au pouvoir, ceux-là, les élus, ils règlent quand même un certain nombre de questions fondamentales. Fondamentales. Donnez-moi un exemple. Les cantines. Les cantines. Non, mais les gosses mangent. Hein? Les gosses mangent. Mais ils ont toujours mangé. Oui, non, mais... Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire les enfants mangent, il y a des logements qui sont construits, l'eau circule. Il n'y a pas beaucoup de logements qui sont construits, on sait très bien ça. On sait très bien ça. On a vu ça que vous voyez tout en noir. Mais... Est-ce que le pays fonctionne ou pas? Dans le pays, il y a des gens qui vivotent. Il y a des gens qui sont obligés de se battre tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'ils auront, comment ils vont vivre le lendemain. Joachim Arnaud, ça c'est le cas de tous les pays du monde. Et il y en a même qui sont bien moins lotis que nous. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel jugement vous portez sur l'action politique là au quotidien? Est-ce que les gens qui ont le pouvoir font bien leur boulot ou mal leur boulot? Ils font leur boulot dans le sens des intérêts des gens qui sont toujours les plus riches. Voilà. En fait, il n'y a pas d'espoir. Mais donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple de ça. Vous nous réclamiez des exemples à l'instant. Donnez-nous un exemple de ça. Non, attendez. Qu'est-ce qu'ils font dans l'intérêt des plus riches? Regardez le dernier problème du transport, là. Allons aborder ce problème. Regardez le problème du transport. Combien de politiques sont intervenus, ont dit la vérité à la population? Vous en avez vu beaucoup? Mais dire la vérité à la population? Quelle est cette vérité? La vérité, c'est que, quand le mouvement a démarré, c'était des salariés qui protestaient sur le fait qu'on leur demandait d'utiliser des transports pour lesquels il n'y avait pas la sécurité. Donc, ils posaient le problème de la sécurité pour eux et de la sécurité pour la population. Parce que quand vous êtes chauffeur et que vous conduisez un engin où il n'y a pas la sécurité, si vous avez un accident, c'est vous qui êtes responsable. Bon, donc c'est ce problème-là, ils n'étaient pas en grève. Ce problème-là qu'ils ont posé. Et puis finalement, ça a duré longtemps parce que celui qui dirigeait leur entreprise, c'est un certain monsieur qu'on connaît. Et bref, il fait comme il veut. Enfin, il se moque royalement de la population. Il continuait à toucher. Il avait à desservir des lignes, il ne le faisait pas, mais pas plus lui que d'autres. Vous avez entendu des politiques dénoncer le fait que
on verse aux traitants, sous-traitants, co-traitants, tout ce qu'on veut, telle somme chaque mois ou chaque trimestre, et pour faire tel service, et que ce service n'est pas réalisé dans les conditions... Il y en a au moins, c'est le maire de Schellcher qui a attaqué l'autorité organisatrice devant le tribunal administratif, qui a gagné, qui a eu gain de cause, mais bon, les sociétés qui ont été contraintes par le tribunal n'ont toujours pas mis en service les lignes. D'accord, donc il y en a au moins. Oui, c'est clair. Mais je veux dire, combien de temps après le maire de Schellcher a fait ça? Un certain temps. Un certain temps. Oui. Bon. Mais on parlait de la population tout à l'heure. Vous croyez que la population, si dès le début, on lui disait la vérité sur ce qui se passe, si dès le début, on lui disait que mais vous avez des difficultés pour avoir un quart dans tel secteur, mais vous savez que pour ce secteur-là, voilà l'argent qu'on a donné, voilà le nombre de cars qu'on devrait mettre à disposition, voilà le nombre de cars qui roulent réellement. Si on lui disait la vérité, vous croyez que la population ne pourrait pas mettre son nez différemment dans ce conflit-là? Vous croyez que, bien sûr, ce conflit a gêné bien des gens dans la population, on le reconnaît, mais qui a dit vraiment la vérité dès le début sur tous les tenants et aboutissants, sur tout ce qui est détourné, sur tout ce qui gravite autour? Vous n'allez pas vous y mettre aussi? Ouais, vous voulez que je sois... Non, mais en tout cas, enfin, je suis dans une organisation syndicale qui a organisé un certain nombre qui organise depuis quelque temps un certain nombre de conférences, et on a organisé une conférence sur le transport où des choses ont été dites. Le maire du Lamentin, il a dit aussi des vérités. Quand il était président de la CACEM, il a dit des actes qu'il a fait. Et, donc les élus sont transparents, alors? C'est anti-réunion, la CGTF. C'est anti-réunion, nous étions dans salle. Faille de l'autre côté. Non, c'est pas en question de l'autre côté. C'est pas en question de stade, c'est que vous savez, quand un politique... Mais pourquoi vous ne le faites pas, là? Vous avez un micro. Quand un politique veut dire quelque chose, veut dénoncer quelque chose, il sait comment faire. D'accord? Bon, quand il ne le fait pas... Parce qu'on ne les entend pas trop. Oui, c'est vrai, on les entend. Mais c'est un choix. On va les entendre quand il y aura des élections. Là encore, ils sont au service du grand capital. On va les entendre quand il y aura des élections. Mais est-ce qu'ils vont dire la vérité? Ils disent, ouais, voilà, c'est ça. Non, ils ne vont pas dire la vérité, ils vont camoufler les choses. Mais expliquez-nous, pourquoi les gens ne disent pas la vérité? Parce qu'ils sont respectueux de l'ordre établi. Vous ne voulez pas entendre ça. Ils ont leurs amis, ils ont leurs copains, ils sont dans des réseaux, ils se protègent mutuellement. Toute la classe politique martiniquaise, à gauche, à droite... il y a un lot qui a dans le réseau là, et puis ils se tiennent la main. C'est tout ça, c'est toute cette espèce de filature là. Mais les travailleurs, il faut qu'ils construisent leur parti. Pas avoir un réseau, mais qu'ils construisent leur parti. J'ai l'impression que vous faites fi de l'influence que peuvent avoir des organisations, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Pourquoi un syndicat ne parlerait pas à la place des politiques? Un syndicat, il ne s'agit pas de parler à la place des politiques, il s'agit d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on estime juste et nécessaire à un moment donné. Et vous dites que les hommes politiques ne dénoncent pas des injustices, des scandales, vous avez parlé vous-même de détournement, ils ne le font pas. Très bien, mais qui doit le faire? Vous n'allez pas encore envoyer à l'avant du front les journalistes, hein? Non, pas spécialement. Les journalistes doivent faire leur métier et faire des enquêtes un peu partout pour savoir ce qui se passe. Pourquoi le monde syndical dont vous faites partie... Le monde syndical dénonce. Il dénonce, peut-être pas assez, peut-être qu'on... Non, par exemple, on était sur la problématique du transport. Nos enquêtes indiquent que cette problématique remonte aux années 70. Ça fait presque... Ça va faire 50 ans. Donc c'est pendant 50 ans, les mouvements syndicaux ont vu des choses bizarres, ont vu des pratiques condamnables. Pourquoi les syndicats pourquoi vous ne faites pas une conférence de presse en disant ça suffit? Ouais, ne sont pas aussi dans la transparence la plus totale. Parce que les gens, à cause de ça, les gens souffrent en fait. La réalité, c'est... Oui, mais ils souffrent plus du grand capital qu'ils ne souffrent de ça. Non, mais... Madame Joanne Charnoux, quand une grand-mère ne peut pas se déplacer pour aller récupérer, par exemple, ses médicaments et n'a pas de bus et est contrainte de rester chez elle dans la banlieue d'une ville
de la CACEM ou ailleurs, elles souffrent. Je n'en disconviens pas, c'est vrai, vous avez raison. Mais l'organisation des transports, c'est de la compétence de qui? Pourquoi il y a tant de bordel à ce niveau-là? Pourquoi les transports ne sont pas bien organisés? Pourquoi... Vous avez la réponse. Pourquoi vous savez, dans la société, pourquoi les hôpitaux sont un peu à l'abandon? Pourquoi le système d'irrigation, enfin l'assainissement est à l'abandon? Dites-nous, on attend la réponse. Mais... Ne vous exposez pas comme je me suis exposé, mais dites-nous, donnez-nous la réponse. J'ai pas de baguette magique. Je sais que tout dans le monde dans lequel on vit est lié à ceux qui ont du fric et que si on veut un jour que ça aille mieux, il faut se battre, c'est tout. Alors moi, j'ai envie de vous embêter sur ça parce que ça a été aussi un moment intense quand vous luttiez pour sauver l'hôpital. Et vous disiez, avec vos camarades de lutte, l'État français est responsable de 70% de nos problématiques, 30% c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons participé à l'écroulement du système hospitalier et quelquefois nous-mêmes, au sens très large, nous avons pillé notre hôpital. Est-ce que ce raisonnement-là vaut pour d'autres secteurs de la Martinique? Est-ce que la part de responsabilité des Martiniquais doit être mise sur la table? Je pense que la part de la responsabilité des Martiniquais, comme vous dites, de ceux qui ont un petit pouvoir, de ceux qui ont un petit pouvoir, bien sûr, il faut dénoncer les gens qui ont des positions à certains endroits, qui doivent faire des choses et qui ne les font pas. Il faut le dénoncer aussi. Mais c'était quand même la preuve de sacré courage de votre part, quand même, dire ça. Parce qu'en disant, mais attendez, l'hôpital va mal, très bien, oui, c'est vrai, mais une partie de nous-mêmes avons volé, pillé notre hôpital à l'intérieur, entre guillemets. Bon, il n'y avait pas que ça. Moi, c'est ce que j'avais retenu. C'est, attendez, nous avons participé nous-mêmes à la dégradation de notre outil de travail. Le nous, il est trop collectif. Bon, vous vous sentez... le nous, il est trop collectif. C'est vrai qu'il y a une désorganisation et que souvent, face à cette désorganisation, il y a des collègues qui réagissent, qui disent « mais on pourrait faire les choses de telle et telle manière ». Et finalement, quand ils disent « on pourrait faire les choses de telle et telle manière », ils s'aperçoivent qu'il y a des freins. Il y a des barrages. Oui. On ne les entend pas. Mais quand il y a des freins, quand il y a des barrages, quand on ne les entend pas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. Ils se taisent. Alors, et ils se découragent, ou ils se découragent. Ils se disent, mais on ne va pas s'en sortir, c'est une bande de mafia, etc. Le mot est son... Oui, bon, il y a un peu de ça, oui, bien sûr, il y a un peu de ça. Bon, il y a des gens qui s'entraident bien. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Ça existe. On dirait que vous avez de la pudeur à en parler. J'en parle. Je vous dis qu'il y a une bande de mafia. C'est vrai qu'il y a une bande de mafia aussi. Maintenant, c'est pas ça qui est fondamental. Je veux dire que quand je dis c'est pas ça qui est fondamental, je veux dire que des fois... les personnes dans la société ont l'impression que, moi, je peux gratter là, moi, qui c'est pour un petit morceau pas là. Oui, mais quand il y a 40 000 personnes dans Martinique qui font ça... Quand ils réalisent, mais parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils vont gratter là, mais ils ont un océan face à eux et qui pourraient bénéficier de l'océan sans avoir à gratter. Et c'est ça le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où il y a de quoi satisfaire. Ils s'en prennent aux mauvaises personnes, en fait. On vit dans un monde où il y a de quoi satisfaire les besoins de tous. Ouais. Des fois, s'entre-déchire, où on prend des risques. On prend des risques qui peuvent nous amener loin, sans s'en prendre à ceux à qui on doit s'en prendre réellement. Mais est-ce que tout ça, ça ne constitue pas aussi d'autres adversaires, et peut-être de grands adversaires pour vous dans vos convictions, dans vos combats, dans ce que vous aimeriez voir advenir un jour, cette peur, ce fatalisme,
ces petites pratiques de compère lapin, on va dire ça comme ça. Voilà, est-ce que tout ça ne constitue pas des obstacles qui sont peut-être conséquents, quoi? Disons que ça gêne un peu l'avancée. Vous êtes devenu... Disons que ça gêne un peu une certaine prise de conscience. Ouais. Hein, ça gêne bien sûr une certaine prise de conscience. Mais il faut continuer son combat, quoi. Il faut continuer à défendre ses idées, il faut continuer à défendre un certain idéal. Mais on ne va pas transformer le système en disant à chacun d'essayer de gratter un petit peu plus dans un coin, même si la manière de gratter n'est pas réglementaire. Moi, je ne parle pas de gratter, hein. Je dis qu'il faut s'en prendre au grand capital. Il faut exproprier le grand capital, qu'il faut les grandes fortunes de la Martinique qui se sont enrichies du fait de l'esclavage il y a déjà longtemps, du fait de l'exploitation capitaliste aujourd'hui, et qui bénéficient encore de subventions de l'État français, de subventions de l'Europe. Ce sont ces mêmes familles qui bénéficient de toutes ces aides. Et c'est pour elles que l'État est le plus mobilisé, que Macron mène cette politique, qu'il voudrait qu'on travaille plus longtemps, qu'on fasse des heures supplémentaires, qu'on parte à la retraite plus tard, qu'on touche une retraite de misère. Ben c'est toute cette politique-là qui est menée là, aujourd'hui. Et contre cette politique-là, il faut se battre, il faut se mettre ensemble, il faut dire non, ça suffit, et on a envie de vivre une autre vie que celle-là. Mais c'est pas déjà trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Parce qu'il y a aussi pourquoi? Il y a une idée aussi de vous rigoliez tout à l'heure quand vous parliez des 40 ans, que ça fait 40 ans que vous donnez. Oui. Mais cette idée de transmettre ça, parce que vous êtes super bien construite en termes d'idéologie et de construction politique, mais les plus jeunes générations, celles qui sont là et qui sont tellement dépolitisées ou pas politisées du tout. C'est vrai. Voilà, bon, je vais vous taquiner à dessein, mais le ou la future Ghislaine Joachim-Arnaud, c'est qui, quoi? Sortir, on la Vous y verra, voyez, bien sûr. Il y aura pire que Ghislaine Joachim-Arnaud. Il y aura des gens, parce qu'ils vivent... si vous voulez, moi... Pas avec une Kalachnikov, quand même. Non, mais on ne sait pas. Le suspense est total. Moi, je suis née en 52, d'accord? Donc, dans une période bien donnée. J'ai vécu, à cette époque-là, il y avait un certain nombre de luttes importantes qui se menaient, il y avait une effervescence. J'ai connu des périodes... Vous avez bien de la chance d'être né à cette époque-là, finalement. Peut-être, mais il y a d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité qui ont été des périodes où il y a eu des combats, des luttes importantes, où il y a des choses qui ont avancé, mais il y a aussi des choses qui ont reculé brutalement. Bon, on ne choisit pas le moment où on veut naître, mais on milite à son époque, on essaie de défendre des idées. Moi, je crois qu'il y aura bien sûr d'autres générations. Dans la génération d'aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent debout, qui n'acceptent pas, qui comprennent bien sûr. le monde. Et puis, vous savez... du point de vue scientifique, on pose jamais la question comme ça à des scientifiques. C'est-à-dire que les chercheurs, ils travaillent, ils retournent à leur tâche, ils font un travail ingrat tous les jours, et puis après ils découvrent quelque chose, et puis la presse va dire, etc. Les militants politiques, c'est la même chose. Quand ils travaillent, quand ils défendent leurs idées, c'est à l'échelle individuelle, on ne voit pas trop, on n'entend pas, et puis après, il y a quelque chose qui sort. Bon, donc, c'est pareil. Maintenant, il y a des périodes où les idées que je défends, elles voyagent vite, et puis il y a des périodes où c'est plus difficile. On est dans une période où c'est plus difficile. Mais est-ce qu'il y a, je précise un petit peu ma question, est-ce qu'il y a au niveau à la fois de la CGTM et de combat ouvrier, des jeunes générations qui sont, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sont à la fois présents déjà, est-ce qu'ils adhèrent au mouvement et formés? Est-ce qu'il y a un travail de formation et de transmission qui est fait, quoi? Oui, je peux vous garantir. Que vous assurez, je suppose, entre autres. Oui, qui existe. Maintenant, il a des succès différents selon l'endroit où on vit. Bon, je peux dire que il
y a quelques jeunes générations, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent. Peut-être que si je vivais en Guadeloupe, je dirais, ben oui, il y a des jeunes camarades, on les voit, ils interviennent, etc. Bon, maintenant, ça peut changer très vite. Ça peut changer très vite, mais je suis persuadée qu'il y a des jeunes qui se posent des questions, ça, c'est sûr. qui réfléchissent, qui se disent ben, quel sera mon avenir demain, comment je vais vivre demain, dans quelle société, etc. Non, Fatalisme n'a pas gagné. non, on n'a pas. Je crois pas qu'on n'a pas intérêt à être fataliste. On a intérêt à comprendre le monde et à savoir comment agir et où agir. Cicenne Joachim Arnaud, nous sommes arrivés au bout de... Vous avez vu comment c'est passé vite? Au bout de cette émission, on a quelques minutes de respiration culturelle. Où Mike et moi, on chronique alors soit des objets culturels, on va dire ça comme ça, de la musique, de la bande dessinée, des livres ou des DVD. Donc, Mike, je crois, n'a pas trop à nous dire, mais il va parler de la une. Non, mais je ferai bientôt mon comeback au niveau des produits. Je suis un peu dans une période de creux, mais je reviendrai de plus en plus fort. De Pâques. Mais je reviendrai là. Je prépare une petite compilation de produits, j'aime pas trop le mot, mais de produits culturels. Donc, simplement un mot très rapide avant de vous repasser la parole à tous les deux sur le dernier numéro d'Antilla avec une longue interview du directeur actuel d'EDF Martinique, qui est en fonction depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, et qui revient notamment sur ce que vous évoquiez tout à l'heure au début de l'émission, sur cette problématique, des coupures récurrentes et qui développe un peu son argumentaire à ce niveau-là, et sur bien d'autres sujets liés à la transition énergétique, les économies d'énergie, etc. Elie. Très bien. Alors moi, j'essaie de porter un peu le flambeau des références culturelles. Alors, en jazz, un disque magnifique de Dexter Gordon, qui est un saxophoniste de légende. Je n'ai rien à dire, rien à rajouter. Achetez-le ou écoutez-le sur YouTube et vous serez conquis. Et puis en bouquin, alors je suis... J'ai été acculé à présenter des polars par Mike, qui ne veut pas en présenter. C'est de ma faute. Giancarlo De Cataldo, alors c'est un juge italien qui écrit des polars, notamment Romanzo Criminale, ou Subura, qu'un certain nombre d'entre vous ont lu. Et là, il parle d'une trame qui est liée, ça s'appelle l'agent du chaos, qui est liée à une expérience, une histoire vraie en fait. La CIA a distribué auprès des populations européennes le fameux LSD, donc une drogue assez puissante, pour voir quels seraient les comportements des foules si elles étaient soumises à inhaler ou à ingérer du LSD en masse. Et c'est une histoire vraie, c'est carrément inimaginable, mais ça a véritablement existé dans les années 70, notamment en Italie. Donc cette histoire, et c'est absolument dingue. Voilà. Madame Joachim. C'est ce que vous nous proposez comme lecture. Oui, parce que ça rejoint votre... Vous avez l'air déçu. Vous avez l'air déçu. Ça rejoint votre obsession du grand capital, parce que le grand capital était mêlé à cette histoire, notamment la mafia, mais aussi un certain nombre d'industriels italiens. Comme quoi, vous avez peut-être, je dis bien peut-être raison. En tout cas, Madame Joachim Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. J'espère que ça a été un moment agréable. D'accord, mais moi je voudrais dire, puisque vous avez parlé de culture, je vais à un niveau un petit peu plus inférieur, on va dire. Demain, samedi 4 mai, à la cantine du Marin, il y a une enseignante qui aide ses élèves de seconde à présenter un spectacle à partir de danse traditionnelle pour qu'ils puissent ramasser un peu de fric pour pouvoir voyager
allé, je crois, dans la région de Louisiane. Et je trouve que ces jeunes qui ont décidé de prendre cette initiative, je trouve ça intéressant. Là, c'est organiser un spectacle. Mais des fois, ça leur est arrivé aussi de nous initier à la permaculture. Et je trouve que c'est bien. Il y en a aussi qui ont écrit des petits contes créoles. Et donc, ce sont des jeunes, des gens de seconde. Donc, finalement, vous ne désespérez pas de votre peuple. Des gens de seconde, pas du tout. Des gens de seconde qui s'investissent, qui le font avec amour et qui sont contents de le faire. Et donc, je vous invite à aller voir ce spectacle samedi 4 à la cantine du Marin à 16h et 18h. Il n'y a pas une autre date? Ben, peut-être qu'ils auront une autre date ultérieurement. De toute façon, on prendra contact directement avec eux. Oui, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Mike de m'avoir soutenu, puisque comme vous le savez, nous échangeons nos rôles d'une semaine sur l'autre. Merci de votre fidélité surtout et de votre soutien. Envoyez-nous encore des suggestions et des remarques sur le contenu de cette émission en vous souhaitant une très bonne soirée. À bientôt.